Bonjour à tous, c'est le retour de l'œil de Kousma. On a mis beaucoup de temps à remettre cette émission en marche, mais vous l'avez vu, nous avons lancé de nombreuses initiatives et entre autres le portail de Fréquence Populaire. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous pouvez aller le voir, c'est sur internet www.fpop.media, fpop.media. Et vous trouverez cette fois-ci par écrit toute une série d'analyses, notre vision des choses qui se passent en ce moment et qui sont fondamentales et très importantes, en particulier dans le monde, mais aussi en France, avec ce chaos remarquable que l'on doit à Emmanuel Macron et dans lequel nous sommes tous plongés. Si vous voulez nous aider, vous le pouvez. Vous verrez en bas de cette vidéo, il y a un lien pour nous faire un petit don. Et même un don de 1 euro nous aidera. Vous verrez, il y a 2 liens en fonction de ce que vous préférez. Soit un lien vers notre page Tipeee, soit un lien vers notre page Stripe. De la même manière, sur le site de Fréquence Populaire, celui où vous trouverez les textes écrits dont je vous ai parlé au début de cette émission, vous pouvez vous inscrire. C'est gratuit. Il vous suffit de renseigner un email, votre email, et vous avez accès à l'ensemble des articles qui ont été écrits ou qui seront écrits à l'avenir. Il y a 0 publicité. C'est un choix qu'on a fait, puisque là, on est en plein contrôle. Mais si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire aussi par ce biais-là, en prenant un abonnement volontaire de soutien. Et le premier abonnement commence à 2 euros par mois, le prix d'un café par mois. Ça vous permettra également de commenter sur le site et ça nous aidera considérablement. Je remercie déjà tous ceux qui se sont inscrits et ceux qui nous ont aidés en faisant une contribution. N'oubliez pas également de vous abonner sur cette chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, de la faire connaître, mais également de vous inscrire sur nos autres plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, qui sont en train de monter, et bien sûr Telegram. Encore une fois, comme ce sont des plateformes qui dépendent de pays différents, donc de blocs géopolitiques différents, en cas de problème, si nous sommes coupés sur cette plateforme-là ou sur cette plateforme-là parce que nous avons dit quelque chose qui n'aura pas plu, ça nous permet de continuer à communiquer et à vous transmettre nos vidéos et nos reportages. Alors, dans cet œil de Kousma, on va parler, d'un sujet qui a été un peu oublié cette semaine avec le chaos politique en France. C'est la situation en Ukraine et une augmentation des tensions finalement entre les États-Unis et la Russie, en particulier avec la promesse un peu hasardeuse faite par Donald Trump de livrer des missiles Tomahawk à l'Ukraine. Ensuite, on parlera de la Palestine, de ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens à Gaza, de la paix. Est-ce que c'est réellement une paix? Est-ce que c'est un 3e cessez-le-feu pour que la guerre reprenne? Quelle suite aux événements, à la guerre qui est toujours en cours d'une certaine manière, car il n'y a pas que le front de Gaza, il y a aussi la Cisjordanie, le Golan et le nord d'Israël. Et puisqu'on parle de paix, le 3e sujet, évidemment, ce sera le prix Nobel accordé cette année à Madame Machado, opposante vénézuélienne, et on verra que ce prix Nobel a un drôle de goût. D'ailleurs, elle l'a dédié à son mentor, Donald Trump, lui-même vexé de ne pas avoir reçu ce prix Nobel. Alors bien sûr, il nous faudra ensuite parler de la situation en France, de la crise politique, dans laquelle nous sommes tous empêtrés, et avec peut-être un gouvernement bien fragile. Ce gouvernement, combien de temps tiendra-t-il? 2 jours, 3 jours, 1 semaine, plus. Et avec la crise de la dette qui, elle, menace la France. Et comme cette situation
n'est pas bonne, on abordera un sujet qui est passé un peu sous les radars. C'est eh bien des hôpitaux en France, à Lille par exemple, qui eh bien proposent aux citoyens d'aider à les financer. Ça ressemble de plus en plus à la situation en Grèce, après 2015 et la signature du mémorandum par Tsipras, et l'effondrement accéléré du système de santé avec l'ensemble des services publics. Et on fera un petit clin d'œil à nos amis grecs, puisque Zoé Konstantopoulou et tout le collectif qui lutte pour la vérité sur l'accident ferroviaire de Tempi, eh bien, a obtenu une victoire significative cette semaine. Vous verrez de quoi il s'agit. Allez, on y va. Donald Trump a promis des Tomahawks aux Ukrainiens. Enfin, à Kiev et à Zelensky pour frapper dans la profondeur du territoire russe. Cette information est passée un petit peu sous le radar en France, compte tenu des événements politiques que connaît notre pays, mais elle est assez grave et pour la première fois, le Kremlin a réagi d'une manière assez dure. Mais de quoi s'agit-il ? Eh bien, les Tomahawk sont des missiles assez vieux. Il faut savoir que leur conception date des années 70, de la fin des années 70, ils ont quasiment 50 ans. Ce sont des missiles qui ont une portée de 1400 à 1700 km, donc qui peuvent rentrer loin sur le territoire adverse, et qui peuvent être tirés soit depuis un navire de surface, un sous-marin, mais aussi depuis un avion. Alors, il faut une forteresse volante américaine pour ça, ou alors un système au sol, de tir au sol. Alors, en quoi ça pose problème ? Eh bien, rappelons que Joe Biden, le précédent président, très en soutien de l'Ukraine, avait renâclé à fournir ce genre de missiles à l'Ukraine. Donald Trump lui-même avait dit, quand il était candidat et qu'il y avait des discussions sur une éventuelle livraison de Tomahawk, il avait dit « c'est complètement absurde, ce serait ouvrir la porte vers la troisième guerre mondiale, la guerre mondiale nucléaire ». Bon, ce n'est pas la première fois que Donald Trump change d'avis, et peut-être que cette fois-ci, il s'est un petit peu avancé sans bien réfléchir au choix qu'il avait fait. Pourquoi ? Eh bien que le Tomahawk soit assez ancien de conception, il a une rapidité qui n'est pas très importante, on est très 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 loin des missiles hypersoniques russes, puisqu'il peut voler en dessous des 1000 km/h, alors qu'un missile hypersonique peut aller jusqu'à 12 000 km/h. Le problème, c'est que c'est un missile polyvalent et qui peut emporter une charge nucléaire. Ce qui n'est pas le cas du tout des missiles actuellement qui ont été livrés à l'Ukraine par les Russes, que ce soit les HIMARS, ou la France, les Scalp, ou les Britanniques, les Storm Shadow. Et vous remarquerez, il y a de moins en moins de tirs de ces missiles-là. C'est parce que ce sont des missiles air-sol et que, très certainement, l'Ukraine doit manquer d'avions. Donc là, on est dans une nouvelle escalade. Rappelons que Joe Biden considérait que la livraison de F-16 déjà était un risque et déclencherait un conflit avec la Russie. L'autre problème avec les Tomahawks, c'est que non seulement ils peuvent être armés de manière nucléaire, mais qu'ils ont également ils sont guidés et programmés, et cette compétence-là, eh bien, évidemment, les Ukrainiens n'en ont pas. Donc, de la même manière que les HIMARS, les Storm Shadow ou les Scalp, eh bien, il faut des gens capables de les programmer, de les armer, de les guider sur cible, et en général, eh bien, ce sont des gens qui appartiennent à l'armée d'où provient ce type de missile. Ce qui met évidemment dans une situation de co-belligérance. Les Russes sont capables d'abattre ce genre de missiles, mais de la même manière que les autres, on n'en tire pas un ou deux, ça ne sert à rien, évidemment il sera arrêté. On en tire une salve, 10, 20, 30, 40, 50, afin qu'on soit sûr que certains passent.
Alors, vous voyez, on se retrouve là dans une situation stratégique qui est compliquée. Si d'aventure, l'Ukraine tirait 20, 30, 40, 50 missiles Tomahawk, qui est potentiellement une charge nucléaire, quelle sera la réaction de l'état-major russe? Certains considèrent que Donald Trump s'est un peu trop avancé et que cette livraison ne se fera jamais. Ou alors qu'ils s'arrêteront à une ambivalence stratégique en livrant les Tomahawks, mais en ne délivrant pas les moyens de les tirer. Donc pour mettre une pression dans les négociations. On renvoie depuis Anchorage, où ce sont en Alaska, où Donald Trump et Poutine se sont rencontrés, eh bien que les États-Unis et les Occidentaux ont très peu de cartes en main et les leviers sont faibles. La Russie continue à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire une lente guerre d'attrition en préservant au maximum ses troupes, garante qu'elle est de sa supériorité en termes de missiles, d'artillerie et d'aviation. Et on le voit maintenant très clairement, contrairement à ce qui nous a été dit sur les plateaux de chaînes télévisées ici, depuis plus de 3 ans et demi, que la Russie est capable de tirer parfois plusieurs soirs de suite des centaines de drones, de missiles ou de bombes planantes en même temps. Donc, ayant cette domination, et comme la première période de Rasputitsa arrive, c'est-à-dire cette période où vous avez des pluies qui tombent sur cette terre très riche et ça devient gluant, boueux et difficile d'avancer, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une longue vague de bombardements. Et comme économiquement, mais la Russie se porte bien et que géopolitiquement, c'est au beau fixe avec le développement des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, les Russes restent à leur position initiale, à savoir reconnaissance internationale des 4 oblasts conquises, donc Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporijjia, avec les villes qui vont avec, c'est-à-dire Zaporijjia et Kherson, et bien sûr la Crimée. Deuxièmement, neutralisation de l'Ukraine. Un peu comme l'Autriche dans les années 50, c'est-à-dire que l'Ukraine ne rentre pas dans un système d'alliance fixe, à savoir l'OTAN. 3. Désarmement de l'Ukraine. Bref, la position de la Russie est totalement antinomique des positions que défend Kiev ou les Européens, puisque les accepter serait une capitulation et une défaite. Une défaite en race campagne, non seulement de l'Ukraine, mais puisque les Européens et l'OTAN se sont engagés en répétant depuis 3 ans et demi que ça serait une défaite de l'OTAN et de l'Union européenne, eh bien, ça serait une défaite de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, tout le monde reste sur ses positions, et Trump se trouve bien embarrassé, puisque lui, il souhaiterait se débarrasser de ce conflit. Alors, vous vous rappelez, il y a 2 semaines, lors de la 80e session de l'ONU, les pro-Ukraine étaient très très contents, puisque Donald Trump a dit « Ah oui, la guerre peut continuer, et pourquoi pas récupérer les territoires perdus, mais rien, même pas de sanctions de la part des États-Unis. Pas de sanctions nouvelles contre la Russie, au contraire, l'achat d'uranium enrichi se poursuit, d'engrais, et il y a des négociations en cours pour ouvrir les lignes commerciales avec la Russie. Pourquoi ? Eh bien, parce que les États-Unis n'ont pas du tout apprécié la riposte que leur ont fait les Chinois pendant la guerre commerciale lancée cet été, à savoir bloquer totalement l'approvisionnement en terres rares, qui a paralysé pendant 3 semaines une partie de l'industrie américaine. D'ailleurs, les Chinois viennent de réitérer, et cette fois-ci de manière unilatérale. C'est eux qui attaquent en faisant un blocus sur des terres rares que les Américains n'ont pas et sur lesquelles les Chinois ont un quasi-monopole mondial, puisque il y en a ailleurs, mais par souci écologique, par souci de préservation de vote, eh bien, ça n'a pas du tout été développé, en tout cas dans les pays occidentaux. Ça a été développé en Corée du Nord. Ah, mais voilà, la Corée du Nord est alliée avec la Chine et avec la Russie. Et donc, peu de sources, quoique, il y a une source importante, c'est la Russie. Et clairement, dans son affrontement avec la Chine, les États-Unis lorgnent dessus. Pourquoi ? Parce que la Russie fournit 1/3 des terres rares
à l'Union européenne. Or, comme l'Union européenne est en train de continuer à couper tous ses approvisionnements avec la Russie, en particulier sous injonction de Donald Trump et des États-Unis, eh bien, c'est l'occasion de mettre la main dessus et d'être moins gêné par la Chine sur ce point épineux. Ce qui d'ailleurs offre à la Russie de Vladimir Poutine un levier de négociation également avec Xi Jinping, en particulier dans la fixation des prix des hydrocarbures qu'achètent les Chinois, puisque les Chinois sont très très durs en négociation et ont obtenu de très très bons prix. Peut-être que ça permettrait à la Russie d'obtenir de meilleurs prix s'il y a un engagement à ne pas vendre ces terres rares à la Russie. Alors le problème, je reviens au problème des Tomahawk, c'est que pour la première fois, alors que les Occidentaux étaient relativement satisfaits du fait que les Russes ne réagissaient pas aux lignes rouges, envoi de tanks, envoi de F-16, envoi des missiles courte portée. Le problème, c'est que les Russes n'avaient pas mis de ligne rouge spécifiquement sur ces questions-là. Par contre, là, ils viennent de tirer une ligne rouge très, très claire. S'il y avait livraison de Tomahawk, même s'ils comprennent très bien que les Ukrainiens n'ont actuellement pas les moyens de les tirer, puisqu'il faut soit des forteresses volantes américaines, qu'ils n'ont pas, et qu'il n'est pas prévu d'acheter, et de toute façon, ils n'ont pas de pilote sur ces systèmes d'armes. Ils n'ont pas non plus de navires de surface ou de sous-marins capables de tirer les Tomahawk, et seuls les Américains les ont, ou les Britanniques. Restent les surfaces, les lanceurs au sol, mobiles, mais la plupart ont été démantelés, en particulier dans les accords ABM qui avaient été signés avec la Russie au début des années 2000. Donc on ne voit pas très bien comment ça pourrait être tiré, mais sait-on jamais. En tout cas, la Russie a dit clairement que, pour le coup, ce serait une ligne rouge, en raison principalement du risque de charge nucléaire porté par les Tomahawk, et que dès lors, eh bien, elle pourrait riposter et escalader à son tour, par exemple, en frappant des dépôts d'armes de l'OTAN. Donc on voit qu'il y a une tension assez forte. De toute façon, la tension est très très forte, puisque ces 2 dernières semaines ont été l'occasion de parler énormément de l'offensive russe sur l'Europe par les drones, par le fait de brouiller des avions, par le fait de faire voler des MiG sur les territoires de l'Union européenne, ou de faire voler des drones au-dessus du Danemark, à Copenhague, ou à Munich, ou dans d'autres endroits de l'Union européenne. Bon, on a vu que plusieurs de ces affaires étaient relativement douteuses, en particulier les drones qui ont atterri en Pologne. L'affaire des MiG, s'il est possible, on en avait parlé sur Fréquence Populaire, que les avions aient mordu, n'ont sûrement pas volé pendant 12 minutes au-dessus de l'Estonie. De toute façon, l'Estonie est tellement petit comme pays que voler 12 minutes implique quasiment de traverser ce pays pour des MiG-31. Enfin, il y a eu l'affaire des drones de Copenhague, à Copenhague, et l'assaut du tanker, du pétrolier Boracay, qui a été une énième pantalonnade. Vous avez vu, il n'a pas obtempéré au début, mais nos commandos marins français l'ont accosté, sauf qu'il a été accosté en zone internationale. Alors, dans la zone d'exclusivité commerciale de la France, mais dans une zone qui est maritime totalement libre à la circulation, et donc il fallait trouver un prétexte pour la raisonner. Le prétexte a été que, potentiellement, il pourrait avoir été le vecteur sur lequel auraient été les drones qui ont été vus au-dessus de l'aéroport de Copenhague, un peu avant le sommet européen. In fine, ce bateau qui battait pavillon africain, avec un équipage venant d'ici et là, un capitaine chinois, n'avait pas beaucoup de rapports formels avec la Russie, même si effectivement il transportait du pétrole de Russie vers l'acheteur principal, l'Inde. Vous vous souvenez, l'Inde, elle souhaite acheter
le pétrole russe. D'ailleurs, Modi a signé à Tianjin, lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai au début du mois de septembre, une augmentation de 20% des achats indiens de pétrole russe pour l'année prochaine, s'asseyant évidemment sur les menaces de sanctions américaines ou européennes que l'on attend et qui seraient bien suicidaires, et compte tenu du fait que beaucoup de ce que nous consommons vient également d'Inde, en particulier les composants médicaux. Donc, in fine, pantalonnade, puisque le capitaine chinois a été relâché et sommé de revenir se présenter en février 2026 parce que il n'a pas obtempéré. Bon, en même temps, il n'a pas obtempéré en zone internationale. C'est-à-dire qu'il a fait quelques tours avec son navire avant de laisser les commandos marins l'accoster. Bon, rien. Et le bateau a continué sa course, comme de très nombreux bateaux qu'on peut suivre sur, par exemple, sur des sites comme Trafic Maritime, et on voit les bateaux faire leur chemin de la Russie en passant par la mer Baltique, la baie de Skagerrak, la Manche, et de continuer vers le Caire, vers le canal de Suez, et puis continuer après en Inde, où ce pétrole brut est raffiné et revendu en tant que produit raffiné à l'Europe. Donc, de facto, on achète du pétrole russe, mais en payant une taxe à l'Inde. C'est assez amusant comme technique pour contraindre la Russie. On a du mal à saisir quelle est la logique, mais c'est ainsi. Voilà la situation de ce point de vue-là. On reviendra plus en détail sur cette affaire des missiles et la situation sur le front en Ukraine, où pour le moment, pas à pas, la Russie continue à avancer, puisque chaque jour, 1, 2 ou 3 villages et petites localités tombent sur toute la longueur des 1200 km de front. La guerre d'attrition continue, et continue d'autant plus que il se fait que Vladimir Poutine est très critiqué pour la manière dont il a mené la guerre et la manière dont il mène la guerre. Les durs du régime, et même dans la population, ça s'entend beaucoup quand on écoute les médias russes, eh bien, souhaiteraient une offensive plus forte, plus rapide, pour mettre un terme à cette guerre, que ça c'est assez duré, et que il n'y a rien à attendre de négociations. Voilà. Telle est la situation. On verra ce qu'il en sortira. Pour le moment, le Kremlin maintient sa logique d'avancée lente sur l'ensemble de la ligne du front, avec néanmoins, on l'a vu, des bombardements massifs dans la profondeur de l'Ukraine, en particulier sur les installations ferroviaires, les dépôts, les entreprises de production potentielles d'armes, et les centres énergétiques, ce qui crée évidemment une difficulté pour l'armée ukrainienne, mais aussi pour les Ukrainiens. L'autre grand événement au niveau international, c'est bien sûr la paix entre Israël et les Palestiniens, en tout cas entre Israël et le Hamas. Paix voulue par Donald Trump, qui regrette de ne pas avoir obtenu le prix Nobel de la paix, et qui a résolu un 8e, ou un 9e, ou un 10e conflit, on ne sait pas. Donald Trump va beaucoup trop vite pour nous, avec ce système à la mitraillette Kelly, résoudre des conflits. Alors, parfois, les conflits qu'ils croient avoir résolus ne sont pas du tout résolus. Parfois, il y a même des guerres qui n'existent pas. Puisque, rappelons-le, ils pensent que le conflit a été résolu entre le Kosovo et la Serbie, qu'il a résolu le conflit autour de l'Afrique des Grands Lacs, autour du Kivu, ce qui est faux. Et quant à Israël et Gaza, tout en fait est assez flou. Donc à l'heure où je vous parle, un cessez-le-feu est en place. C'est déjà une bonne chose. Ça serait le 3e cessez-le-feu obtenu sous Donald Trump, on peut le reconnaître cela. On voit les populations palestiniennes de Gaza, les Gazaouis, quand même satisfaits de cette petite pause dans le drame horrible qu'ils vivent, mais tout est flou et tout est instable.
D'abord, c'est une paix assez relative, puisqu'elle implique que Israël donc, cesse ses attaques, mais recule sur une ligne qui n'est pas clairement définie, puis reculerait sur une deuxième, puis une troisième position. Sauf qu'il y a des si assez importants. La première phase de cet accord de paix, c'est la libération des otages. Et évidemment nécessaire, cela fait plus de 2 ans, depuis le 7 octobre 2023, qu'ils sont prisonniers, dans des conditions sûrement horribles. On l'a vu, comme par exemple quand ce pauvre jeune homme a été forcé de creuser ou de faire semblant de creuser sa tombe dans un tunnel, en étant totalement amaigri. Il y a encore 20 otages vivants qui vont être rendus et 28 cadavres d'otages morts à récupérer. En contrepartie, Israël libérera entre 1700 et 2000 prisonniers. Alors, quelques prisonniers, environ 250 politiques, qui ont été jugés, qui sont membres du Hamas ou d'autres organisations, et le reste, ce sont des civils, avec beaucoup de femmes et d'enfants. On peut se demander qu'est-ce qu'ils faisaient en prison, sur quelle charge, puisque ils n'étaient en prison sous aucune charge, ni n'avaient eu droit à aucun procès. Passons sur ce détail qui quand même n'en est pas un. Mais voilà, et une fois que cette phase sera faite, eh bien, ce que craignent certains, et beaucoup de Gazaouis le disent, c'est que il n'y aura plus d'otages. Netanyahou et son gouvernement, en particulier les Smotrich et les Ben Gvir, les très très durs d'extrême droite, de l'ultra religieux israélien, eh bien, pourront tout aussi bien reprendre la guerre à Gaza, car le développement futur de Gaza, ça n'est pas très clair. Il n'est pas très clair comment ça sera reconstruit. Est-ce que Donald Trump a toujours son vieux plan, à savoir chasser tous les Gazaouis, mais où pour faire une Riviera? Ça semble être un grand n'importe quoi, et correspondrait à la volonté des durs du régime israélien de faire le grand Israël en reconquérant Gaza, et pour cela il faut nettoyer ethniquement, c'est-à-dire dégager tous les Palestiniens. Rappelons qu'au large de Gaza, il y a une énorme réserve de gaz, justement, qui a été découvert, comme d'autres hydrocarbures dans l'est de la Méditerranée, ce qui explique une partie des conflits tant en Syrie qu'à Gaza. Mais tu as dit que ça sera sûrement exploité. Il y a aussi le problème du Hamas, et pas que du Hamas, du djihad islamique et d'autres organisations palestiniennes qui sont censées rendre les armes, et leurs combattants sont censés se rendre et aller dans d'autres pays. Ça semble improbable, ça me semblait improbable. Dès que cet accord avait été signé, j'avais dit que le Hamas ne le ferait pas, encore moins le djihad islamique. Ça semble assez improbable. Or, la continuation de l'accord, les 20 points proposés par Donald Trump, enfin, négociés entre Donald Trump et Netanyahou, et pas de Palestiniens, puisque les Palestiniens avaient été interdits de présence à la 80e session de l'ONU, y compris Mahmoud Abbas, qui avait dénoncé le 7 octobre 2023, il faut le rappeler. La deuxième phase de ces accords, de cet accord aux 20 points, on voit mal comment il va se réaliser si le Hamas ne rend pas les armes. Ce sera un prétexte idéal, peut-être est-ce calculé en ce sens-là, pour les durs du régime israélien de continuer la guerre et de reprendre le combat une fois que les otages vivants du 7 octobre seront récupérés, ainsi que les cadavres de ceux qui ont été tués par le Hamas ou le djihad islamique ou par les bombes israéliennes lors du bombardement de Gaza. Enfin, il faut rappeler que Netanyahou le Premier ministre israélien, a été extrêmement clair à l'ONU. Puis si c'était pas clair, le lendemain, c'est l'ambassadeur d'Israël au Conseil de sécurité qui l'a affirmé. Et puis, Netanyahou l'a répété 3 fois ensuite pour que ce soit bien clair. Et qu'est-ce qu'il a dit, Netanyahou? Qu'il n'y aura d'aucune manière un État
palestinien indépendant. Évidemment, on voit mal comment est-ce qu'il pourrait y avoir une paix durable dans la région si il n'y a, in fine, pas d'État palestinien. D'ailleurs, Netanyahou et son gouvernement continuent en ce moment même la colonisation de la Cisjordanie et l'extension d'Israël sur ce territoire, censément être un élément de l'État palestinien selon la résolution 242 de 1967. L'extension aussi s'est poursuivie, on l'a vu, dans le Golan, et certains parlent d'extension, y compris dans le sud du Liban, la vallée de la Beka. Donc on n'est vraiment pas dans une architecture réelle de paix, comme ça avait pu être le cas lors des accords d'Oslo dans les années 90 et la célèbre signature, serrage de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat avec Clinton, le président Clinton derrière eux, à Camp David. On en est très très loin, c'était il y a plus de 30 ans, et tout ça semble assez improbable s'il n'y a pas, in fine, d'État palestinien. Or, les États-Unis soutiennent absolument et totalement Israël dans toutes les configurations, et il n'y aura donc pas d'État palestinien dans la proposition de paix telle qu'elle est faite. Bien évidemment, ça ne pourra que mal tourner. La question est de savoir quand. Maria Corina Machado est la nouvelle égérie de ce qu'on peut appeler le bloc occidental. En tout cas, Madame Machado a reçu le prix Nobel de la paix, une des plus respectables, une des plus grandes distinctions pour tous ceux qui œuvrent à plus de paix entre les êtres humains, à la réconciliation, à trouver des solutions. On le sait, Donald Trump voulait ce prix Nobel. Il est comme un enfant d'école qui veut son prix, qui veut son bonbon, il veut son petit badge. D'autant plus que Barack Obama, évidemment de manière complètement indue, avait reçu ce prix Nobel lui-même, juste en devenant président. Bon, ça lui a permis d'ailleurs, après, immédiatement, de continuer de faire des guerres diverses et variées, que ce soit en Syrie, en Libye, ou continuer en Afghanistan, peu importe. C'est de l'histoire ancienne. Donald Trump veut lui aussi son prix Nobel. Il ne l'a pas reçu. Il a été donné à Madame Machado. Mais qui est cette Madame Maria Corina Machado? Eh bien là, pour le coup, je vous envoie, à ceux qui veulent plus de détails, allez sur le site de Fréquence Populaire, pop.media. Vous verrez, j'ai écrit un article long que j'ai appelé le prix Nobel de la guerre. Pourquoi? Eh bien parce que Madame Machado n'œuvre en rien pour la paix. En fait, c'est une opposante au président vénézuélien Maduro. C'est une opposante au chavisme de longue date, depuis le début des années 2000. Ce qui est très bien. Encore une fois, libre à elle est parfaitement légitime à être une politique qui veut une autre orientation pour son pays. Et d'ailleurs, mon propos n'est pas ici de défendre spécialement le régime du président Maduro. Je considère pour ma part que franchement, quand on regarde l'ensemble de ce qui se passe au Venezuela, franchement, c'est pas terrible. Il y a une énorme corruption. Le développement économique est très peu assuré. Alors certes, il y a une pression des États-Unis financière, des barbouzes qui opèrent régulièrement. Leurs réserves d'or ont été saisies, encore une autre sanction occidentale, à la City de Londres. Et les États-Unis font un blocus et des pressions multiples et variées et interdisent la vente en dollars du pétrole vénézuélien, qui est sa principale source de devises. Bon, évidemment, ça n'aide pas à ce que les choses se passent bien dans un pays, mais néanmoins, pour le moins, le régime Maduro n'est pas très efficace. Et de toute façon, il est légitime à avoir une opposition. Sauf que Madame Machado est une opposition très particulière. Elle vient d'une famille très très riche qui possédait les principales aciéries privées du pays, une des plus grandes compagnies électriques. Et tout ça a été nationalisé, donc ça n'a pas dû beaucoup leur plaire. Elle a également participé à un putsch
Et oui, c'est la première fois, on a un prix Nobel qui a participé à un putsch. C'était en 2002 contre Chavez. Elle avait d'ailleurs signé le décret de renvoi de tous ceux qui avaient été élus, que ce soit à l'Assemblée nationale du pays ou ailleurs, dans les régions ou dans les communes. Bon, c'est une conception très intéressante. Et Madame Machado a continué à défendre les intérêts américains. Et oui, parce que elle a été après en Colombie, à Panama, dans différents pays où elle a toujours soutenu le candidat qui allait bien avec les États-Unis. D'ailleurs, elle avait été reçue en 2005 dans le bureau ovale par George W. Bush, le président des États-Unis, dont on connaît la grande qualité guerrière, puisqu'elle a déclenché plusieurs conflits. Elle a soutenu évidemment les candidats pro-américains en Colombie, le Guaido, le candidat américain au Venezuela. Et puis, elle est particulière aussi puisqu'elle est signataire de la Charte de Madrid. Alors, c'est quoi la Charte de Madrid ? Eh bien, la Charte de Madrid, c'est une plateforme politique qui a été proposée par le parti d'extrême droite, Vox en Espagne, et qui regroupe tous ceux qui en Espagne ou en Amérique latine s'opposent au communisme, au socialisme. Alors c'est assez vague, mais dedans on trouve des gens assez peu fréquentables puisque il y a les carterons qui restent des diverses dictatures d'Amérique latine et qui en général se retrouvent à Madrid parce qu'ils n'ont nulle part où aller et qu'ils sont accueillis en tant que réfugiés. Et donc, Madame Maria Machado est signataire de cette charte de Madrid, encore une fois, d'extrême droite. Elle a bien le droit, mais pour un prix Nobel de la paix, c'est assez intéressant. Et quand je dis c'est peut-être la candidate du bloc occidental, eh bien c'est que en fait elle est construite puisque non seulement elle vient de recevoir le prix Nobel de la paix, mais l'année dernière elle a reçu pas moins que le prix Václav Havel du Conseil européen et le prix Sakharov remis par le Parlement européen. C'est tout à fait étonnant qu'autant de gens différents trouvent que seule Madame Machado mérite ce genre de prix. Pourtant, il y a une belle liste d'hommes et de femmes qui, dans le monde, mériteraient largement et beaucoup plus ce genre de prix, qui sont visiblement, évidemment, instrumentalisés à des fins politiques. Et je disais prix Nobel de la guerre, car ce prix Nobel de la paix va justifier l'intervention militaire américaine que Donald Trump rêve de faire. Il y a une armée et une flotte massée au large du Venezuela, une pression, encore une fois, financière, des sanctions contre le Venezuela, et clairement le désir de revenir à cette doctrine Monroe par Donald Trump en reprenant la main au Venezuela, mais aussi au Brésil. On en avait parlé. Il soutient le président, l'ex-président Monsieur Bolsonaro, qui est actuellement en prison, et souhaiterait évidemment voir l'inverse, c'est que Lula soit remis en prison au Brésil et que Bolsonaro redevienne président, car ça serait un coup porté aux BRICS. Donc là, on a une offensive importante, et puis en arrière-fond, il ne faut pas oublier que le Venezuela, eh bien, c'est 303 milliards de barils de pétrole en réserve. C'est la plus grande réserve mondiale de pétrole à l'heure actuelle. C'est quand même très tentant et ça vaut bien un prix Nobel de la guerre. La crise politique dans laquelle nous nous trouvons en France, avec cet inénarrable épisode parfaitement ridicule depuis dimanche en 8, avec Retailleau qui quitte le gouvernement parce qu'il ne supporte pas que Bruno Le Maire y soit, en faisant semblant de ne pas avoir été mis au courant, ou alors il n'a réellement pas été mis au courant, et au dernier moment, c'est Emmanuel Macron qui a fait exprès de faire tout sauter. Le lendemain, vous le savez, Monsieur Lecornu démissionne.
crise politique, qui va être nommé Premier ministre, on n'y comprend rien. Jean-Luc Mélenchon lance une procédure de destitution qui est bloquée au bureau de l'Assemblée nationale, entre autres par le Rassemblement national, mais de toute façon, on n'a aucune chance de passer puisqu'il faut un vote aux 2/3 des députés de l'Assemblée nationale, puis un vote aux 2/3 des sénateurs, puis après ils se réunissent tous ensemble et ils revotent ensemble aux 2/3 du Parlement. Les probabilités sont proches de zéro vu que la majorité absolue au Sénat est tenue par la droite. Passons. Menace de motion de censure, et puis on a eu toute une série de potentiels premiers ministres pour finalement revenir au même, à savoir Monsieur Lecornu, et la proposition d'un gouvernement qui vient de sortir, et qui est en fait une partie du même gouvernement qui était là avant. Darmanin est toujours à la justice, Madame Dati est toujours à la culture, c'est la même porte-parole. 2 ou 3 ont été déplacés, et puis il y a eu des nouveaux que personne ne connaît, qui sont techniques, mais en fait, absolument rien ne change. Emmanuel Macron paralyse la vie politique de ce pays, alors que 70% des Français veulent le voir partir. Là, on n'est plus seulement dans une mauvaise, un faible soutien, c'est un désastre complet. 70% des citoyens veulent le voir partir. Il est évidemment responsable de la crise politique, puisque tout a commencé avec cette dissolution absurde. Rappelons que depuis, il a perdu 3 élections, et qu'il continue à nommer des macronistes au pouvoir, et lui continue à voyager, là, actuellement en Égypte, pour s'occuper des questions internationales, évidemment sans avoir aucun poids, puisque la France est totalement discréditée. Il faut bien le comprendre, et ça se voit, c'est assez simple. Allez regarder la presse en Amérique latine, en Afrique, en Asie, à Singapour, en Malaisie. Vous voyez ce qui se dit en Inde, ce qui se dit de la France. C'est pas glorieux, et on a malheureusement, pour cette raison-là, absolument aucun poids sur les questions internationales. Et puis, Emmanuel Macron fait fi au moins de la moitié des électeurs, puisqu'il ne veut aucune discussion avec ni la France insoumise, ni le Rassemblement national. Drôle de rapport à la démocratie, et bien évidemment, tout ça finira en eau de boudin, et très certainement avec une motion de censure qui fera tomber ce gouvernement, donc c'est à suivre. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, la crise continue. On a une crise de la dette qui menace, les taux d'intérêt augmentent, la crise économique n'est pas réglée, nous n'avons toujours pas de budget. D'ailleurs, il est fort possible qu'in fine, ce soit encore une fois le précédent budget qui soit reconduit, et qu'on soit mis dans une position où on pourrait se retrouver avec une sorte de mise sous tutelle de la Commission européenne. De toute façon, Emmanuel Macron sert plutôt les intérêts des États-Unis et de Bruxelles que les intérêts de la France. Rappelons que dans cette période, peut-être la chose la plus grave qui est arrivée, pour notre pays évidemment, et qui est largement passée par pertes et profits médiatiques, c'est que Emmanuel Macron, après avoir fait son discours du 23 septembre au 24 septembre du 23 septembre à l'ONU, où il reconnaît l'État de Palestine, il était temps. Bon, eh bien le lendemain, un peu en catimini dans nos médias, Emmanuel Macron a reçu le prix Global Citizen Award, le prix du citoyen global, qui est remis par quelle institution? L'Atlantic Council. L'Atlantic Council étant cette institution, ce think tank américain, qui organise la mise sous tutelle de ses alliés, comme l'Europe, sous la domination américaine. Et puis non seulement il a reçu ce prix de l'Atlantic Council, mais il l'a reçu avec Milei, eh oui, le président argentin qui a mis son pays dans un état catastrophique à tel point que les États-Unis sont obligés de récupérer la situation tant qu'ils peuvent. D'ailleurs, je vous invite à regarder l'interview qu'a fait Pedro d'une journaliste en Argentine, qui nous raconte la situation réelle de l'Argentine qu'on ne nous présente pas ici. C'est extrêmement intéressant. Vous trouvez le lien sous cette vidéo, si vous voulez voir cette interview remarquable. Et puis on a le prix a été remis. Non seulement il l'a eu avec Milei et aussi le président de la FIFA, mais bon, c'est pas très grave. Donc avec Milei, mais chacun reçoit son prix par un mentor. Et quel est le mentor qui a remis le prix de l'Atlantic Council à Emmanuel Macron?
ce n'est autre que Larry Fink, le PDG de BlackRock. Oui, le même Larry Fink qui avait été reçu parmi l'un des premiers à l'Élysée quand Emmanuel Macron a été élu en 2017. Le même Larry Fink dont BlackRock rêve de mettre la main sur les retraites et la sécurité sociale en France. Voilà la triste situation dans laquelle se trouve notre pays avec un président qui, de manière ostentatoire, sert des intérêts de multinationales financières et les intérêts de Washington et continue à paralyser notre pays. Et pendant ce temps, c'est là où je voulais en venir, notre système de santé est tellement défectueux que des hôpitaux comme l'hôpital d'Évreux ou le centre hospitalier de Saint-Lô ou le CHU de Lille lancent des emprunts citoyens. Alors à Évreux, c'est pour financer 22 nouveaux lits. Alors il faut 388 000 € et l'emprunt citoyen financerait 30%, un tiers du projet. Le centre hospitalier de Saint-Lô a lancé, je lis, le premier emprunt citoyen hospitalier en France pour renforcer son service de médecine polyvalente. Il veut emprunter 100 000 €. Mais c'est un emprunt comme un investissement, puisque là, il y aura un retour, ça sera un remboursement sur 8 ans, avec un taux d'intérêt brut à 3%. C'est intéressant. En fait, on investit dans l'hôpital public pour gagner de l'argent. Pareil, le CHU de Lille propose que les citoyens puissent contribuer financièrement à des équipements, à l'équipement médical des chambres. On est dans une situation catastrophique. Ça montre le manque de moyens, les contraintes budgétaires et surtout le phénomène de privatisation accélérée de nos services publics et peut-être de celui qui est un des principaux, qui était le meilleur au monde il y a 25 ans, celui de la santé. Voilà. Ça nous amène au dernier point qui est, dont je fais le lien avec celui-ci, c'est la victoire dont m'a fait part Zoé Constantopoulou, que je vais bientôt revoir, et pour faire l'interview, l'autre interview qu'on vous avait promis, eh bien, la semaine dernière, un des pères des jeunes qui étaient morts dans l'accident de Tempi. Vous savez, cet accident ferroviaire horrible, avec plus de 50 morts, en particulier des jeunes, le train qui reliait Thessalonique à Athènes. Eh bien, dans ce train avait déraillé et le gouvernement avait dit bon, c'est le hasard, ou après c'est un lampiste qui n'a pas fait son travail. Puis en fait, on a découvert que c'est l'austérité imposée par Bruxelles, le manque de maintenance, le manque de salariés, la privatisation qui ont causé cet accident, qui n'en est qu'un parmi d'autres, sauf que ça a été le plus violent. Eh bien, ce père qui avait perdu un fils a dit que il en avait assez. Que le gouvernement refuse de mener les enquêtes jusqu'au bout comme elles devaient être menées, car en plus de cela, le train visiblement transportait des armements illégaux, des explosifs, ce qui fait que beaucoup de ces jeunes ont brûlé à cause de l'explosion de ce qui serait des armes, on ne sait pas, mais le gouvernement a dû céder. Et il y aura une enquête. C'est une très très grande victoire du mouvement de Tempi, une très grande victoire de Zoé Constantopoulou, entre autres, puisque c'est elle qui porte ce combat contre l'austérité, contre cette Union européenne et contre la destruction définitive de tous les services publics en Grèce, ce qui nous arrive à nous, d'où vous voyez le lien avec les hôpitaux. Eh bien, ça a été obtenu parce que le père d'un de ces jeunes hommes qui sont morts lors de l'accident de Tempi a fait une grève de la faim de 23 jours, avec une mobilisation citoyenne massive autour de lui, et le gouvernement a dû plier pour savoir la réalité, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'un jour, c'est ce que nous devrons faire en France, encore faire pression dans la rue pour que vienne non seulement une nouvelle offre politique, mais aussi, car celle qu'on a est vraiment ridicule et ne semble pas adaptée à la situation dans laquelle on est, et aussi qu'on nous rende des comptes. Pourquoi en sommes-nous là où on en est ? Pourquoi nous qui avions un des meilleurs systèmes scolaires, universitaires, le meilleur système de santé au monde, pourquoi tout ça s'est effondré ? Pourquoi notre pays qui avait une souveraineté alimentaire et qui était premier au monde dans l'énergie nucléaire, pourquoi est-ce que tout ça s'est perdu ? Pourquoi alors qu'en 2017 nous avions encore le deuxième réseau diplomatique au monde, pourquoi est-il maintenant au 6e rang ? Et ainsi de suite. Il faut rendre des comptes, et c'est un des graves problèmes de nos politiques, qu'ils sont incapables de le faire.
car ils n'ont pas le sens des responsabilités qu'ils veulent imposer pourtant à nous, les citoyens. Voilà, cette vidéo est terminée. C'est le retour de l'œil de Kousma, qui a le soleil dans l'œil, justement. C'est le jour où le soleil décide de briller, c'est amusant. C'est comme ça. Encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, n'oubliez pas de liker, de la partager, de nous faire connaître. Commentez également, vos commentaires sont importants. On aimerait savoir ce que vous pensez de ce que nous faisons et de ce que nous analysons. Pour ma part, je vous ferai le prochain œil de Kousma depuis Moscou. Et oui, je me rends à Moscou pour suivre 2 événements. Le premier sommet russo-arabe, car en parlant de diplomatie, eh bien, la diplomatie française, qui était une des premières au monde avec les pays arabes, a largement été phagocytée par la Russie. Surtout parce que, eh bien, nous avons un peu abandonné cette diplomatie-là au profit des intérêts américains. Et poursuivre aussi la semaine de l'énergie russe, qui est une sorte de mini-sommet des BRICS portant sur l'énergie, avec beaucoup de pays africains et de responsables d'Afrique que je compte interroger pour savoir quelle est leur relation aux BRICS, en particulier la Russie et la Chine, à l'avenir, en particulier sur ces questions d'énergie. Donc ce sera depuis là-bas. En attendant, la matinale continue. Donc n'oubliez pas de vous abonner sur TikTok, sur Instagram, sur Telegram. Je vous remercie. Et pour ceux qui en ont la capacité, qui peuvent nous aider, eh bien, vous avez le lien vers notre page Tipeee, le lien vers notre page Stripe, ou alors vous pouvez aller sur le site de Fréquence Populaire, pop.media, pour nous lire et éventuellement nous aider. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.